la frustration du Conseil de sécurité, surtout à l'heure actuelle. Hein. Enfin, quand tu parles des émergents, c'est évident. On sentait déjà il y a 10 ans que les émergents allaient arriver, puis on les sentait, j'allais dire, très souverainistes et même ultra-westphaliens. Donc la souveraineté est le tenant aboutissant de toute décision qu'ils vont prendre. Donc, dans tout ça, vous avez une série d'intérêts qui sont déjà au sein d'un pays totalement divergent, notamment dans le nôtre, parce que bon, enfin, le débat sur la mondialisation, est-ce qu'on l'accepte totalement, est-ce qu'on ne l'accepte pas, on trouve d'autres alternatives, n'est toujours pas réglé. Donc par rapport à ça, vous aurez toujours des citoyens mécontents d'un extrême ou d'un autre. Donc non seulement au sein d'un pays, les positions ne sont pas claires, au sein des différentes industries, ce n'est pas toujours clair. Je pense qu'on ne peut pas toujours mettre les agriculteurs en phase avec, j'allais dire, les fournisseurs de technologie ou, j'allais dire, comme nous, les banquiers ou marchés financiers, pour qui la gouvernance mondiale serait une solution qu'on appelle de nos voeux. Et puis quand au niveau international, enfin, le professeur Ziegler parlait de la diplomatie comme étant, le moyen de ne pas faire la guerre, évidemment, mais c'est aussi le travail du diplomate que de défendre les intérêts de sa nation, de son pays. À partir de là, autant d'intérêts divergents à une période où beaucoup d'États s'affirment, qu'on ne les attendait pas, et qu'au sein même de l'Union européenne, on est totalement divisé, font qu'il est effectivement difficile de trouver des solutions et apaiser le citoyen. Et même ne serait-ce qu'au niveau transatlantique, on est juste les États-Unis et l'Union européenne, enfin, vous apercevez que bon, finalement, on devait travailler de main dans la main suite à la crise financière, développer une réglementation qui était identique et apportait des solutions. Tout le monde appelait ça de ses voeux, sauf de certaine manière les banquiers, mais ce qu'on voit, c'est que bon, les Américains sont allés très vite parce qu'ils ont une démocratie, que donc ce qu'on appelle le Dodd-Frank Act, donc la loi qui devait réglementer le système financier, a été adoptée très vite. L'Union européenne, une gouvernance plus lourde, plus compliquée, on attend toujours la fin. Et en même temps, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des divergences entre les deux, de toutes petites divergences. Hein. C'est-à-dire que ça intervient en mesure de niveau 2, donc véritablement, il n'y a que les experts qui les voient et qui entraînent, si vous voulez, qui ont des conséquences absolument négatives sur la possibilité justement de rester compétitif d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pour ça que finalement, le citoyen, l'impression qu'il vit dans un monde dangereux, c'est juste aussi qu'il ne comprend pas toujours que c'est un monde très complexe dans lequel, avant de trouver des consensus, il faut beaucoup de temps. Parfois, il est même impossible de les trouver. Merci. Et si je peux vous relancer tout de suite pour introduire un peu les discussions qui vont avoir lieu dans l'Open Space numéro 2 qui a un rapport avec les acteurs de la gouvernance mondiale. Donc là, vous nous avez très bien montré que finalement, les acteurs, est-ce qu'on peut les agréger dans des groupes cohérents, même du secteur privé? Vous l'avez dit, entre les agriculteurs et les marchés financiers, les grandes banques et les acteurs du secteur financier n'ont pas forcément la même définition ni les mêmes intérêts vis-à-vis de la gouvernance mondiale. Donc, selon vous, quels sont les acteurs qui, à l'heure actuelle, ont quelque chose à dire et quels sont ceux qui ont plus de chances de se faire entendre? Et tout particulièrement, est-ce que vous pensez que la société civile au niveau mondial, grâce aux nouvelles technologies, a une chance de se développer au point où elle pourra peser, ou est-ce que ça reste toujours des déclarations d'intention? Difficile comme question, parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que, bon, quand je regarde grosso modo la participation du secteur privé, la réflexion relative à la gouvernance, bon, ils étaient très preneurs dans les années 70-80, donc ils étaient très preneurs aussi de la construction européenne, l'idée d'un marché commun, traité de libre-échange avec les États-Unis et d'autres pays, l'avancée à l'OMC, etc. Et que de plus en plus, en fait, j'ai l'impression qu'ils se posent la question de savoir, mais finalement, un monde fragmenté, c'est pas mal, parce qu'on peut arbitrer, on peut aller là où finalement on nous offre le mieux. Mettons les États en concurrence, voyons là où je pourrais payer moins d'impôts, voyons là où j'aurais des coûts les plus restrictifs, etc. etc. Donc il y a aussi, j'ai l'impression, que l'état d'esprit a relativement changé, une espèce de lassitude aussi du secteur privé, de se dire, bon, on n'aura peut-être jamais de gouvernance mondiale, on n'aura jamais ne serait-ce que de marché libre, ne serait-ce qu'au niveau transatlantique, alors pour parler de l'Asie, le marché d'avenir sera d'autant plus compliqué, parce que là ils ne sont pas prêts à l'ouvrir. Donc finalement c'est lassitude totale, d'une certaine manière. Déjà, on le sent au niveau de l'Union européenne, ou même dans une industrie comme la mienne, on sent la difficulté, je veux dire la frustration de certains, quant au temps que ça prend pour justement prendre une décision qui n'est pas toujours, qui ne sont pas toujours opportunes en raison des différences et des conflits d'intérêts entre les différents États.
Mais là-dessus, donc je veux dire, les multinationales, bon, elles font plus qu'elles arbitrent maintenant, en fonction de leur intérêt, plus qu'elles, j'allais dire, ne vont pousser à une espèce de gouvernance mondiale. Donc finalement, je veux dire, même au sein du secteur privé, ça me semble très compliqué de trouver des acteurs qui prendraient, si vous voulez, qui pousseraient dans un sens de gouvernance mondiale. C'est pour ça qu'encore, je pense qu'il faut se retourner vers les États pour trouver peut-être le plus fort soutien, et puis surtout, j'allais dire, la société civile. Donc effectivement, là c'est le plus important dans tout ça, puis je veux dire, on commence à le voir, on est toujours des barrières linguistiques, etc. Donc la technologie aide beaucoup, hein. C'est qu'il n'y a jamais eu autant d'articles sur Twitter, Facebook, dire comme moyen d'émergence des sociétés civiles internationales, mais c'est pas toujours concluant, si vous voulez. Mais bon, c'est peut-être, je veux dire, fondamentalement du côté de la société civile, où l'émotion, le fait de sympathiser à l'égard de causes qui sont globales peuvent certainement amener à une prise de conscience plus internationale et l'émergence de solutions internationales aussi. Merci. Et donc, tournons-nous vers les acteurs publics. Monsieur Weiss, est-ce que, pour revenir un peu sur le commentaire que vous avez fait tout à l'heure sur les différences d'approche des pays émergés et des pays émergents, ceux qui sont prêts à entrer dans des processus de coopération, de coordination et même des fois de subsidiarité et de mettre en commun certaines compétences contre ceux qui profitent enfin de la reconnaissance de leur souveraineté. Donc si vous pouvez revenir un peu là-dessus en accent ça sur les acteurs de la gouvernance, et aussi est-ce que vous pensez que la société civile a une chance d'émerger dans ce monde de plus en plus complexe? La question de la société civile, disons globale, moi c'est une conception qui me gêne un petit peu, parce que je vois les phénomènes de circulation entre pays. Mais bon, voilà, par exemple, une des choses qu'on a faites ces derniers temps au Centre d'analyse de stratégie, c'est de réfléchir à l'espèce disons, à ce cycle-là d'éveil politique des populations, comme on en a vu plusieurs au cours des derniers siècles et au cours des dernières décennies, hein, là plus récemment les printemps arabes, et puis la Russie, la Turquie, le Brésil, etc. On a essayé de réfléchir et de voir un petit peu ce que nous disait la science politique et ce que nous disaient les observateurs de ces aires régionales sur, en particulier, les phénomènes de passage de l'un à l'autre. On voit bien qu'il y a des facteurs d'imitation, hein, comme en 1848 ou à d'autres moments, et en même temps on essaye de voir qu'est-ce qui passe exactement, et est-ce que les technologies de l'esprit, pour emprunter peut-être à mauvais escient l'expression du professeur Stigler, de voir dans quelle mesure elles ont contribué à ce passage-là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un réseau transnational disons, d'activistes, est-ce qu'ils agissent ne serait-ce que sur les formes de mobilisation, est-ce que ça existe? Et en fait, on s'aperçoit que oui, bien sûr, il y a des personnes qui peuvent passer, disons, de l'un à l'autre, il y a des acteurs du transnational, et en même temps, quand on regarde les soulèvements, on voit qu'ils ont tous une logique qui est très nationale ou régionale, mais jamais au-delà. C'est-à-dire, oui, il y a eu les printemps arabes, là, il y a une vraie logique régionale, mais quand on regarde des soulèvements moins importants et peut-être moins médiatisés qui ont eu lieu en Afrique ou en Inde, par exemple, il y a 2 ans, à l'occasion des Jeux du Commonwealth, on s'aperçoit que les logiques sont restent finalement très nationales, qu'il y a des sortes de bassins d'informations. Enfin, c'est ce que nous disent les chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Et donc, je me méfie toujours un petit peu. Alors, je ne vais pas jusqu'aux positions d'Hubert Védrine, hein, qui est très opposé aux organisations non gouvernementales qu'il accuse de tous les maux et dont il dénonce l'illégitimité profonde. Je pense qu'il va un petit peu trop loin. Il souligne aussi qu'il y a beaucoup qui ne sont pas des NGOs, mais qui sont des gongos, comme on dit, c'est-à-dire des ONG qui sont en fait gouvernementales, qui sont des données de certains gouvernements, en particulier parmi les puissances émergentes, en Russie, en Chine, mais aussi ailleurs. Donc je ne vais pas jusque-là, mais je reste un peu sceptique sur l'émergence d'une société civile internationale, et je me méfie un petit peu du contournement de ce qui reste le processus démocratique le plus éprouvé, c'est-à-dire celui qui se déroule dans le cadre de l'État-nation, par
des représentants de la société civile. C'est-à-dire, je pense que cette société civile contribue évidemment à la vigueur des débats et à la vie de ces démocraties, mais que arrive assez vite le moment où, soit parce qu'on arrive dans un cadre international, soit parce que simplement il y a des phénomènes de distorsion que la science politique a bien décrit, du leadership par rapport à la base ou d'autres choses comme ça, on n'est plus tellement finalement dans la représentation, mais plutôt dans des formes de manipulation, d'agit-prop ou autre. Et donc, voilà, je suis un tout petit peu... bon, en même temps, je nie certainement pas l'apport. Alors, par exemple, réfléchissons à ce qui ne marche pas dans la gouvernance internationale. Le climat, les négociations sur le climat, ça ne marche pas. Est-ce que les sociétés civiles, est-ce que les ONG, est-ce que les réseaux de scientifiques, est-ce que les communautés épistémologiques, comme on les appelle, ont contribué à la prise de conscience d'une part et à la mobilisation aux enjeux du climat? Oui, évidemment. Bien sûr, et là, elles ont joué un rôle éclairé. Dans d'autres domaines, je ne suis pas sûr que ce rôle ait été aussi positif. Donc on est, pour moi, dans une sorte d'entre-deux où il faut savoir faire la part des choses dans ce que cette société civile internationale, et encore une fois, le singulier me gêne un petit peu, peut apporter disons, aux réponses qu'on essaye d'apporter aux problèmes d'interdépendance, aux problèmes de la mondialisation. Très bien, et donc ça me permet d'introduire la table ronde qu'on a appelée 3 sur les échelles de la gouvernance, parce que ce que vous avez dit là tout de suite a attiré mon attention, le fait que donc cette mobilisation de la société civile se passe très bien au niveau national, un petit peu au niveau régional ou transnational, mais pas vraiment au niveau mondial. Donc la question, c'est, enfin, tout le monde sait que différents sujets nécessitent de la réglementation, de la gouvernance à différents niveaux. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le système de retraite, c'est une question plutôt nationale. La gouvernance de l'environnement, après, ça devient une question beaucoup plus transnationale, même globale. Et donc, comment est-ce qu'on peut réussir à articuler ces différents niveaux entre eux pour que finalement, il n'y ait pas de trou d'ombre ou il n'y ait pas de possibilité d'arbitrage, comme vous l'avez justement fait remarquer? Si vous pouvez juste revenir là-dessus rapidement. Sur comment les échelles de la gouvernance peuvent être articulées de manière la plus propice à répondre aux questions des citoyens. Oui. Toujours, je répondrai très brièvement et de façon un peu détournée, c'est qu'en effet la plupart des problèmes, et des problèmes de plus en plus, disons, quotidiens et pratiques, la santé, l'environnement, justement, les migrations, le commerce, qui touchent le quotidien des citoyens, sont de plus en plus internationaux. Et en effet, l'échelle qui fonctionne, c'est de moins en moins celle, pour prendre l'exemple géographique actuelle, de moins en moins celle de la France, elle est celle de l'Europe, et très très souvent elle est une échelle internationale. Simplement, c'est difficile, et en effet, il y a des secteurs de la gouvernance qui marchent bien. C'est généralement, si on veut faire un peu une typologie, ce qui marche bien, c'est au fond je sais pas comment dire, le soutènement ou l'infrastructure de la mondialisation, c'est-à-dire ce qui a été les plus anciennes organisations internationales, celles qui ont absolument besoin d'exister, l'Union postale internationale, l'OACI pour l'aviation, l'Organisation internationale du verre à soie pour déterminer les... Non mais c'est pas une blague, la France essaye de s'en retirer parce qu'elle estime que ça lui coûte trop cher par rapport à ce que ça apporte en termes de régulation de secteurs importants, mais enfin tout de même pas majeurs. Vous savez, il y a une foule d'organisations internationales, on n'en estime pas l'ampleur, et généralement toutes ces organisations qui règlent, disons, qui sont la condition de possibilité de la mondialisation, des communications, des échanges, etc. Ça marche plutôt bien. Ce qui marche plutôt bien aussi, au moins d'un point de vue de maintien du système, sont les organisations de Bretton Woods. C'est le FMI, la Banque mondiale, c'est-à-dire quand il y a une crise financière, il y a des outils, quand il y a des problèmes de développement, il y a des outils aussi. Alors c'est pas parfait, on n'a pas forcément les baguettes magiques, mais en gros, ça marche. Ce qui ne marche pas, en revanche, c'est donc ce dont je parlais, le climat, parce que, bon, pour des tas de raisons, je ne veux pas être trop long, c'est une vraie gouvernance économique mondiale. Le G20, au fond, c'est la crise. Les crises sont toujours des accélérateurs de gouvernance. Le problème, c'est qu'il faut à la fois répondre à la crise et bâtir. Il faut à la fois être, je sais pas comment dire, urgentiste en quelque sorte et architecte. Et le G20 a été un bon exemple de ça. C'est-à-dire le G20 a bien marché quand il s'est réuni à Washington fin 2008, à Londres début 2009.
c'était déjà un peu moins bien, si je me souviens bien, en 2009, c'était à Pittsburgh, en septembre 2009, et ensuite ça a marché de moins en moins bien, tout simplement parce que le monde du G20 n'est pas encore advenu et qu'il y a des tas de frictions. Donc ça marche pas très bien. Regardez l'exemple des paradis fiscaux. On l'évoquait tout à l'heure, les citoyens sont fondamentalement floués par les grandes sociétés. Ça, alors là, c'est vraiment tout à fait clair. C'est une des injustices qu'il est le plus facile à documenter. Et on nous a dit, le G20 nous a dit que la question était réglée maintenant. Et bon, la question n'est pas réglée, hein, on le sait très bien. Qu'est-ce qui ne marche pas d'autre en termes de sécurité? Alors c'est un peu un entre-deux. Évidemment, on aimerait bien qu'il y ait une réponse collective à la guerre en Syrie, qui d'une guerre civile est devenue une guerre en fait internationale, une sorte de champ de bataille, mais on sait bien les obstacles qui s'y opposent. Et puis, bien sûr, il y a aussi tous les champs non couverts les champs nouveaux. Alors, par exemple, la gouvernance de l'Internet. La gouvernance de l'Internet, c'est l'ICANN. C'est donc une société privée essentiellement, mais bon, qui se situe aux États-Unis, qui, de mon point de vue, mais alors ça c'est un point de vue personnel, reste mieux que l'alternative proposée par les Russes ou les Chinois, qui est une organisation internationale, disons, qui permettrait de contrôler un peu l'effervescence de l'Internet, mais enfin qui n'est pas satisfaisante en termes de gouvernance. L'ICANN, c'est tout simplement pas satisfaisant. Les migrations ne sont pas couvertes par la gouvernance mondiale, ou disons par simplement un ensemble de règles. Donc bref, on a ce paysage assez contrasté dans lequel la plupart des problèmes, à cause de la mondialisation, appellent un règlement ou appellent une réponse qui est de niveau international, et cette réponse ne vient pas à cause des obstacles qu'on a déterminés. Mais encore une fois, ma réponse c'est que de moins en moins de problèmes peuvent se régler au niveau local, national, voire régional. Merci. Et donc, professeur Stigler, est-ce que vous pouvez vous-même revenir sur ce que vient de dire M. Weiss, surtout, puisque ça me permet maintenant d'introduire la table ronde numéro 1 qui va parler des objectifs de la gouvernance, et notamment comment est-ce qu'on essaye de concilier un désir de maîtriser un peu ce monde économique qui nous échappe et qui peut-être floue les citoyens, avec des objectifs sociaux, environnementaux, pour essayer de préserver une planète dont on se rend compte qu'elle est plus fragile que ce qu'on croyait au départ. Donc, M. Weiss, vous l'avez très bien dit, ce qui ne marche pas, par exemple, c'est la gouvernance de l'environnement. Et d'ailleurs, ça, c'est un des résultats qui est ressorti du sondage Opinionway. Quand on a demandé aux Français quels objectifs ils voulaient soient adressés au niveau international, ils ont parlé de réduire la pauvreté et la faim dans le monde, de préserver les droits de l'homme, et après, ils ont cité de maîtriser le secteur financier et de gouverner un peu le monde économique, alors que l'environnement, finalement, ça devient une préoccupation mineure, on va dire, en tout cas dans les résultats du sondage qui vient de sortir. Donc, Stigler, si vous pouviez adresser, premièrement, un peu quels objectifs, à votre avis, s'attendent les citoyens, et aussi un peu si vous pouvez toucher sur la deuxième question, qui est de comment les différentes échelles de la gouvernance peuvent être articulées de manière efficace. D'accord. Bon, ça tombe très bien parce que j'avais envie de venir parler un peu de ces questions-là. Je pense que précisément la question qui se pose, c'est la définition de ces objectifs. Et que cette définition n'est pas faite aujourd'hui, selon mes propres analyses. Je parle au titre d'un collectif qui s'appelle Arsène Sferilis, et ce collectif pose que le modèle schumpeterien fordo-keynésien est arrivé à sa limite. Nous ne sommes pas les premiers à soutenir ce point de vue. Je souligne que le modèle schumpeterien, c'est lui qui a été l'acteur effectif de ce qu'on appelle la mondialisation, dans une deuxième phase du modèle schumpeterien qui n'est pas fordo-keynésienne. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela? Le modèle schumpeterien, le premier texte de Schumpeter, c'est 1911. Schumpeter l'écrit en observant un homme qui est en train d'apparaître sur la scène industrielle américaine qui s'appelle Henry Ford.
Henry Ford met en place un processus voilà, qui est une alternative, constitue un nouveau modèle industriel, qu'on appellera plus tard le mode de vie américain, et qui a vocation à devenir planétaire, pour des raisons d'extension du marché. Et ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais ça fonctionne disharmoniquement jusqu'au moment où ça s'écroule avec 1929. Je ne veux pas dire que c'est Ford qui s'écroule en 1929, mais ce que je veux dire, c'est que le modèle fordiste ne veut pas se développer dans ce contexte-là, et c'est à partir, en fait, de Keynes et de la régulation keynésienne du Fordisme que le Fordisme devient vraiment porteur d'une grande période de 40 années de prospérité, d'abord aux États-Unis, ensuite en Europe occidentale. Ce modèle, il est annoncé en 70 comme étant problématique par le MIT, qui n'est pas un mouvement égyptien ou français, un peu pareil, maintenant la France et l'Égypte, hein, mais non, c'est une grande institution américaine très puissante et qui annonce qu'il y a des problèmes structurels dans ce modèle. Et il faut attendre 2008 pour que le modèle s'avère être effectivement, il y a beaucoup d'autres gens qui vont développer ce point de vue, hein, mais s'avère être effectivement désormais insoutenable. Alors, ce que je crois, c'est que cette situation-là n'est pas un aménagement. Et que, par exemple, quand vous parliez du climat, les problèmes des accords, les accords de Rio et puis les différentes négociations qui viennent derrière, ne sont pas sérieusement discutées si on ne met pas ces questions-là sur la table. Or, ces questions, personne ne veut les mettre sur la table. Ni les politiques, ni les acteurs économiques. Pas forcément pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, les acteurs économiques, je pense que, les grands acteurs économiques en tout cas, manipulent l'inadéquation des organisations internationales et des États-nations. Le fait que les États-nations ne sont plus pertinents pour intervenir du tout dans les grandes organisations internationales. C'est pourquoi moi je n'aime pas utiliser le mot de gouvernance, parce que c'est un mot, la gouvernance d'entreprise, la gouvernance d'État, c'est la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Ce qui fonde la légitimité d'un manager d'une entreprise n'est absolument pas ce qui fonde la légitimité d'un chef d'État ou d'un ministre des Affaires étrangères ou d'un député. Et donc je ne suis pas pour rapporter le gouvernement à la gouvernance. Et je pense que derrière cette question, il y a la question, disons, de la chose politique, démocratique ou pas, mais en tout cas de la chose de droit, parce qu'il peut y avoir des républiques qui ne sont pas démocratiques, qui sont néanmoins de droit. Alors, il y a une question derrière tout cela. Quoi qu'il en soit, ce que je crois, c'est que, je veux revenir sur ce que vous disiez, M. Weiss, à propos, vous avez appelé ça les communautés épistémologiques, c'est ça? Je ne connaissais pas cette expression. Je ne la connaissais pas. On en a beaucoup parlé sur l'environnement, en fait. D'accord, d'accord. Les réseaux internationaux, notamment universitaires, mais au-delà d'échanges de données, d'analyses sur le climat. D'accord. Alors, ce que je crois, moi, c'est que ces communautés épistémologiques sont silotées. Vous parliez de dépasser la mise en silo, enfin, c'est pas vous, mais tout à l'heure, c'est Pénélope Piot qui en parlait. Ça, je suis absolument convaincu que vous avez tout à fait raison, qu'il faut désectoriser. J'appelle ça la désectorisation des questions. Aujourd'hui, la question du climat est totalement sectorisée. Et ça ne peut pas marcher, car ça n'est pas sectorisable, la question du climat. Donc, et par ailleurs, les communautés académiques, je les appelle comme ça. Vous avez peut-être raison, l'épistémologique, c'est bien, mais les communautés académiques ne sont pas mobilisées sur ce sujet. Et on ne leur demande pas de l'être, du tout. On leur demande d'être au contraire mobilisés sur, par exemple, l'innovation, le transfert, le concept, c'est-à-dire la guerre économique. Et donc, moi-même, si je vous parlais tout à l'heure de cette transformation d'Arsène Friis en une association pour une internation, c'est parce que, il y a 2 ans, j'ai publié un livre qui s'appelle État de choc, dans lequel je fais référence à ce qui s'est passé en 1088 en Europe, qui a été la fondation de la première université, vous le savez bien, l'université de Bologne, par le pape, qui était essentiellement, en fait, une entité de l'universalité théologique du christianisme. C'était la facture, l'endroit où on fabriquait, où on produisait le discours de la théologie, c'est-à-dire de la légitimation absolue du pouvoir séculier, par une référence régulière. Et il s'est passé en 1165, si ma mémoire ne me trompe pas, quelque chose de très très important, qui est qu'un empereur qui était en conflit avec le pape, qui s'appelait Frédéric Barberousse, a donné l'autonomie totale aux membres, aux clercs qui constituaient l'université de Bologne. Et ce geste fondamental
a eu, je crois, un rôle essentiel dans l'apparition d'Oxford, la Sorbonne, de tout ce qui a constitué un réseau de communautés épistémologiques, qu'on appelait plutôt à cette époque-là des clercs, qui se sont autonomisés et dont je soutiens personnellement qu'ils ont été à l'origine, en très grande partie, il y a beaucoup d'autres facteurs, hein, je suis historien des techniques aussi, donc je ne réduis pas tout à la vie de l'université. Il y a eu les transformations agricoles, qui ont été très bien montrées, les transformations urbaines, etc. Mais il y a eu une transformation institutionnelle, un changement de statut qui a été porté par l'empereur contre le pape et qui a, je soutiens, fondamentalement contribué à l'émergence de l'Europe comme puissance. Parce qu'à cette époque-là, l'Europe, face à la Chine et à l'islam, ce n'est pas grand-chose. L'Europe occidentale, l'Europe chrétienne. La chrétienté n'est pas grand-chose. 3 siècles plus tard, c'est plus que pas grand-chose, c'est beaucoup plus que quelque chose. Ça devient la première puissance mondiale. Et je vous en parle parce que je ne crois pas du tout, moi, à l'émergence d'une société civile comme ça. C'est pour ça que le discours de Michel Serres m'exaspère. Je crois qu'il y a des catalyseurs, des processus de transactivation par des acteurs que j'appelle des puissances académiques. Le pouvoir académique, comprenez-moi bien, le pouvoir académique, ce ne sont pas les universitaires nécessairement. Ce sont par exemple ce que Emmanuel Kant, dans le conflit des facultés, appelle les sociétés savantes. Ce ne sont pas du tout des clercs, qui sont les nouveaux intellectuels issus de la bourgeoisie, qui ne sont pas reconnus, qui sont en train de créer, de faire la science moderne, la physique moderne en particulier, qui sont à l'origine d'une transformation radicale du rapport au savoir, parce que précisément ce ne sont pas des clercs. Et donc, dans ce bouquin qui s'appelle État de choc, j'ai appelé un rapprochement entre les universités, les universitaires qui au sein de l'université continuent à se battre pour le savoir, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois l'universel, et ces nouvelles sociétés savantes qui développent souvent des formes très intéressantes de savoir, et des propositions très, par exemple sur le climat, il y a des propositions très intéressantes. Elles ne sont pas reconnues, mais elles sont très fructueuses, si vous voulez. Donc voilà, je pense que il faut reconstruire une politique des savoirs. Ce qui a été à l'origine, par exemple, des grandes transformations de l'Europe fin 18e et 19e, ce sont des transformations du savoir. C'est la République d'être. C'est ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. Et ça ne se réduit pas à des points de vue universitaires du tout. C'est beaucoup plus riche que cela. Vous le savez bien, y compris d'ailleurs des gens du monde des clercs eux-mêmes et de l'Église ont participé à toutes ces transformations, à commencer par Martin Luther d'ailleurs. Martin Luther réaffirme un rôle des clercs dans une production de savoir et de foi, chez lui on ne peut pas le séparer, contre une perception de l'impôt. Bon, donc, je ne vais pas parler trop longtemps, mais je pense, si vous voulez, que la question n'est pas société civile et gouvernance. La question c'est politique. Qu'est-ce que garantit la politique? La négantropie contre l'entropie. La négantropie parce que l'action économique privée est anthropique structurellement. C'est pas moi qui dis ça, ce sont tous les économistes qui analysent l'économie au regard de l'entropie, de la théorie de l'entropie ou de la théorie de l'information. L'activité privée est autocentrée, elle ne dépend que ses intérêts, et c'est ce qu'on lui demande en plus. Hein. On considère que dans le monde du capitalisme, on dit que c'est un facteur de dynamisme, donc pas du tout là pour dire ne pensez pas à vous, pensez au bien commun. Non, vous devez penser à votre bien à vous, soignez votre bien à vous. Voilà. Ce que dit maintenant la Chine, enfin, depuis quelques années, à ses entrepreneurs. Mais ce que dit le pouvoir, et ça, ce que je vous dis là est vrai de l'action économique, c'était aussi vrai des seigneurs de la guerre, des féodalités, etc., au début un peu après l'an 1000. Hein, donc ce n'est pas que l'action économique, c'est aussi l'action, disons, le dynamisme du conflit en général. Mais ce qu'ajoute toujours à cela, les puissances légitimes, c'est tout ça est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut un pouvoir, par exemple, religieux pour dépasser les intérêts particuliers. Ensuite, il faut un pouvoir politique et juridique pour dépasser le enrichissez-vous, etc. Parce que sinon, on produit de l'entropie. Et donc, la question, c'est la négantropie. Et la négantropie, c'est ce qui lutte contre la destruction, c'est-à-dire contre la guerre. Donc voilà, je boucle un peu mon discours, mais je pense qu'aujourd'hui, la production de négantropie, qu'est-ce qui produit de la négantropie? C'est le savoir. La seule capacité à produire de la négantropie, c'est du savoir. Ce savoir peut se transférer chez Henry Ford ou chez Alcatel ou chez Google aujourd'hui. Et donc, il va ensuite s'inscrire dans une machine qui va l'entropiser progressivement, c'est-à-dire qu'il va progressivement le rendre
non plus du savoir, mais du pouvoir économique en l'occurrence. Et à ce moment-là, il faut relancer, alors ce qu'on disait pendant très longtemps, contre Marx, c'est ce qui relance ça, eh bien c'est la destruction créatrice de Schumpeter. Sauf que maintenant, la destruction créatrice, vous le savez bien, tout le monde le dit, j'étais hier à Polytechnique et c'était le thème officiel de la rencontre, c'est la destruction destructrice. C'est-à-dire que ce modèle schumpeterien est devenu destructeur, c'est-à-dire structurellement anthropique. Plus de pouvoir politique, plus ce que vous appelez société civile, que j'appelle plutôt l'incarnation, ça veut dire plus de capacité à produire une volonté légitime passant par des sociétés de savoir qui soient productrices d'un avenir néganthropique et pas simplement d'une guerre anthropique. C'est ça la question. Et tant qu'on n'arrivera pas à produire ça, il n'y aura pas d'émergence de société civile, comme vous l'appelez, et il y aura plutôt d'émergence de guerre civile. Eh bien, merci beaucoup pour cette redéfinition du débat. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de notre table ronde. Donc, je vais vous donner chacun la parole pendant 1 ou 2 minutes pour laisser nos participants avec un petit mot de réflexion pour qu'ils puissent rentrer dans leur open space. Donc, Monsieur Guizani, allez-y. Dur comme question. Bon, déjà, enfin, amusez-vous bien. Plus important. Et j'allais dire fondamentalement, bon, c'est un peu le. J'allais dire, enfin, pour rebondir sur ce que disait le professeur Ziegler, c'est bon, vous allez négocier, ça va être très intéressant, chacun va défendre son point de vue, mais c'est de trouver des solutions constructives. On y arrive parfois, quoi. Il faut aussi trouver des solutions gagnant-gagnant, donc bon courage. Merci. Monsieur Weiss, si vous avez un mot pour la fin. Oui, sans doute, la réflexion, à mon avis, qui peut être utile, oui, j'essaie de rebondir sur ce que disait le professeur Stiegler tout à l'heure sur... au fond, voilà, l'idée, c'est... on le voit bien, c'est comment favoriser, au fond, des nouvelles régulations où le politique est prise, ce qui est de moins en moins le cas, et je pense qu'on parlait d'évolution structurelle, et justement, dans la mondialisation est disons, à la fois porteuse de beaucoup de bonnes choses, et à la fois de chaos, et c'est normal. Et donc l'enjeu, à mon avis, un des enjeux dont on peut utilement discuter, c'est celui, pour reprendre la formule, de l'extension du domaine de la règle. C'est-à-dire dans quelle mesure, est-ce que, et sous quelle forme aussi, hein, parce qu'on n'a pas parlé de ça, on pourrait avoir un débat intéressant sur ce mot de gouvernance. Frank Fukuyama, par exemple, a lancé à Stanford toute une réflexion sur la gouvernance qui est vraiment très intéressante, et où justement il veut se déprendre du débat sur la démocratie, pour y revenir ensuite, mais où justement il ne peut pas que ce soit un peu l'éléphant au cœur de la pièce, pour essayer de savoir ce qu'il y a, qu'est-ce que contient ce mot de gouvernance exactement, et qu'est-ce qui nous attend. On pourrait avoir un long débat et en parler longtemps, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a dans cette extension du domaine de la règle un enjeu qui est un enjeu politique et un enjeu justement d'amélioration des conditions de vie sur Terre et du vivre ensemble, qui, à mon avis, mérite votre attention. D'accord, merci beaucoup. Et professeur Stiegler, si vous voulez rajouter quelque chose... Moi, je vais être très court, j'ai beaucoup trop parlé, mais intéressez-vous au Smart Power. Voilà, ce que je recommande à Open Diplomacy, c'est de s'intéresser à ce qu'on voit émerger sous ce nom depuis quelque temps, de Smart Power. Je crois, moi, qu'il faut critiquer ce discours et cette pratique du Smart Power. Vous venez du monde universitaire, du monde académique, je pense, tous. Ce monde académique est en train de muter au XXe siècle, en tout cas dans une bonne partie du XXe siècle, une grosse partie du XXe siècle. La puissance dominante qui s'appelait l'Amérique du Nord a fonctionné sur la base de ce qu'on appelle le soft power, qui passe par les industries culturelles, qui passe par bien d'autres dimensions que la diplomatie et la vie internationale, la puissance publique américaine. Aujourd'hui, ça n'est plus le sujet. Le sujet, c'est le smart power. Et j'en parle parce que ce smart power, c'est un pouvoir qui se joue sur les technologies d'esprit. Stanford, par exemple, où M. Fukuyama a une stratégie extrêmement élaborée,
je ne suis pas sûr qu'elle soit partagée, par exemple, par certains d'universitaires de Berkeley. Et je vous dis ça parce que j'irai à Berkeley le 23 octobre, précisément pour discuter de la critique du modèle qui se développe autour de Stanford. Et je pense que c'est très très lié à toutes nos questions. Qu'il est essentiel de développer de nouveaux instruments du pouvoir intellectuel pour le rapporter aussi au pouvoir politique. Pas du tout contre le pouvoir économique, hein, j'espère que vous avez bien compris, c'est pas sûr parce que c'était pas très clair. Je ne suis pas du tout un adversaire du pouvoir économique, je suis convaincu que le pouvoir économique s'autodétruit s'il n'a pas de limitation produite par le savoir. Voilà. Et donc nous sommes en ce moment dans une phase d'autodestruction et il faut très vite changer cette trajectoire. Merci à tous.